Bonjour, alors voilà le deuxième cours de cristallo sur les structures cristallines du fer. Donc le but est simple, il s'agit de comparer deux structures qui sont à deux températures différentes, le fer alpha et le fer gamma. Je vous avais demandé de vous connecter sur le site, il y avait le raccourci, l'Université du Mans, parce qu'on pouvait accéder aux valeurs de paramètres des mailles par exemple. Alors je commence avec le fer alpha. Donc la maille, quand on doit la décrire, elle est cubique centrée. Donc quand on dit cubique, c'est qu'il y a une forme de cube ici. Et centrée, il y a un atome en plein centre de la maille. Les valeurs des paramètres de longueur A, B et C, ils sont égaux puisque c'est un cube. Et avec le logiciel, on trouvait une valeur de 2,86 angstrom. Ça fait 286 picomètres. Donc, si on veut savoir en picomètres combien ça fait, il faut multiplier par 100. Donc, ça fait 286 picomètres. Et comme c'est un cube, alpha, bêta, gamma, les trois paramètres d'angle, ils sont à 90 degrés. Ensuite, on vous demandait la population. La population, qu'on appelle aussi des fois la multiplicité, c'est le nombre d'atomes qui sont propres à la maille, c'est-à-dire à l'intérieur de la maille. Si on prend l'atome central, il appartient à la maille dessinée et uniquement à la maille dessinée. Donc cet atome, il va compter pour 1. Alors que si vous regardez les 8 sommets, on voit que l'atome, il déborde de la maille centrale dans laquelle il est et il va un tout petit peu empiéter sur les autres mailles qu'il y a autour. Donc un atome d'un sommet, en fait, il est commun à 8 cubes, on l'a vu la dernière fois, et donc un sommet, il va falloir le partager en 8, parce que vous avez 8 sommets à un cube, mais ils sont partagés en 8 cubes équivalents. Donc globalement, tous les sommets, c'est comme s'il y avait un seul atome à l'intérieur de la maille, un atome qu'on pourrait reconstituer. Et l'atome au centre, lui, il n'est pas partagé. Donc en tout, ça vous fait 2 atomes par maille. On doit toujours avoir un nombre entier. En général, c'est un atome, 2 ou 4. Voilà, c'est rare que ce soit 3. Ensuite, on vous demandait de dessiner le plan de contact entre les atomes. Donc, si vous prenez une face du cube, ici, les atomes des sommets, ils ne sont pas en contact. Par contre, les sommets sont en contact avec le centre du cube. Donc, pour dessiner le plan de contact, il va falloir regarder ici la direction A racine de 2. Vous la retrouvez sur le cube, en fait, ici. Et puis la hauteur du cube, l'arête, là, vous l'avez ici. Donc, en fait, le plan de contact, ça va être le plan qui est ici. Je vais redessiner le rouge. Donc, c'est le plan qui va être délimité par les 4 flèches. Voilà. Donc, ce plan ici, c'est un plan diagonal. Donc, il a une hauteur petit a égale 2,86 angstrom et il a une largeur, ici en rouge, a racine de 2. Ça, c'est les propriétés du cube. Et la grande diagonale, c'est a racine de 3. Donc ici, j'ai dessiné les atomes tels qu'ils sont, mais si on vous demande le plan de contact, donc ici, ça va être un plan diagonal, on a coupé en travers, et il va falloir dessiner uniquement les atomes qui sont dans la maille, à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse ici, là, on l'oublie. Donc on dessine uniquement l'intérieur et ça correspond au plan délimité par les 4 flèches. À partir de ce dessin plan de contact, on va pouvoir déterminer le rayon R des atomes en supposant qu'il y a contact. Le contact, il est ici au niveau des atomes. Donc, on voit que ce n'est pas la peine de regarder sur l'arête A, puisque sur l'arête A, au milieu, il n'y a pas de contact.
c'est pas la peine non plus de regarder le côté, ici, A racine de 2, puisqu'il n'y a pas de contact. Par contre, le contact, il va être sur la direction A racine de 3, ici. Donc, si vous regardez cette direction, A racine de 3, et vous comptez combien il y a de rayons équivalents. Donc, ici, on a une fois le rayon. De là à là, on a la diagonale de l'atome, c'est-à-dire 2 fois le rayon, et encore une fois le rayon. Donc, au final, la direction de la grande diagonale du cube, A racine de 3, c'est 4 fois le rayon. Donc, il suffit de diviser par 4. A racine de 3 sur 4. Avec A, vous l'avez ici, 2,86 angstroms. Et donc, on en déduit la valeur du rayon 1,24 angstrom dans la structure cubique centrée. Ensuite, on vous demandait des valeurs, c'est toujours les mêmes qu'on vous demande, c'est la coordinance et puis la compacité et la masse volumique. Dans un exercice sur la cristallo, systématiquement, vous aurez tout à faire. Donc, il suffit de se rappeler ce que c'est et c'est plus simple. Alors, définition, la coordinance, ça c'est la définition la plus difficile parce que le mot coordinance, on ne se rend pas compte en vrai à quoi ça correspond. La coordinance, c'est le nombre d'atomes en contact avec un atome donné que vous allez choisir comme vous voulez. Soit vous prenez l'atome du centre, soit vous prenez un atome sur un sommet. Et c'est à vous de voir quel atome vous va le mieux pour trouver combien il y a de voisins, d'atomes en contact. Donc là, le plus simple, c'est de prendre l'atome qui est au centre du cube, celui-là, et on voit sur le plan de contact, il est en contact avec les atomes qui sont sur les sommets. Donc dans le plan de contact, il y en a 4, mais comme il est au centre d'un cube avec 8 sommets, donc si vous considérez l'atome au centre du cube, il est en contact avec les atomes des sommets, et comme il y a 8 sommets dans le cube, la coordinance, elle vaudra 8. Et on aura une valeur différente pour la deuxième structure qu'on va étudier. On continue. On vous demande la compacité. Alors la compacité, ça, on comprend un petit peu mieux ce que c'est. Là. Quand c'est compact, c'est qu'il y a beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup de vide. Et quand c'est peu compact, c'est que c'est léger. Donc la compacité, c'est la fraction de volume réellement occupée par les atomes dans la maille. Donc la formule qu'il faut retenir, c'est le volume d'un atome fois le nombre d'atomes qu'il y a dans la maille. Le nombre d'atomes, c'est la population. On a vu tout à l'heure que c'était 2. Et on divise ça par le volume de la maille, qui est un cube. Donc le volume d'un atome, un atome, c'est 4/3 de pi r cube, le volume. Il y a 2 atomes dans la maille, donc le don le retrouve ici. Et on divise par le volume de la maille, A au cube. Donc quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 0,68 et on peut multiplier par 100, ça fait 68%. Donc ça veut dire qu'il y a 68% de matière dans la maille et le complément, c'est-à-dire 32% de vide. Le vide, c'est ce qu'il y a entre les atomes, c'est les trous ici. Et la dernière question, la masse volumique. Donc ça, c'est plus simple, parce que ça correspond à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est la masse de la maille divisée par le volume de la même maille. Donc, comme on sait qu'il y a un certain nombre d'atomes, la masse volumique, ça va être le nombre d'atomes qu'on a dans la maille, c'est-à-dire 2, fois la masse de un atome, et on divise par le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est le même que tout à l'heure, c'est A au cube. Alors là, il y a juste quelque chose où il faut faire attention. La masse d'un atome, quand on vous donne la masse molaire, c'est des grammes par mol. Donc, comme vous voulez répondre normalement en kilos par mètre cube,
Là, vous avez des grammes pour une mole. Vous ne voulez pas l'unité mole dans l'expression masse volumique, puisque vous voulez uniquement des kilos par mètre cube. Donc, on est obligé de diviser par le nombre d'Avogadro le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Et donc, la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro, ça fait la masse de un atome. Mais il faut faire attention dans l'application numérique, parce que les masses molaires, elles sont données systématiquement en grammes. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est classique. Et la masse volumique, comme on la veut en kilos par mètre cube, donc il faut mettre 10,3, puisque 55 grammes, c'est la masse d'un atome de fer, enfin la masse molaire d'un atome de fer, et donc pour le mettre en kilogrammes, on n'oublie pas le 10 puissance moins 3. Et en bas, une autre erreur qui est assez fréquente, c'est d'oublier le cube. Donc A, c'est la valeur qu'il faut mettre puisqu'on veut en kilos par mètre cube. Donc le petit a, il faut l'exprimer en mètres. Donc il y a 2,86 angstrom, c'est 2,86 10-10. Et le tout, on élève au cube. Et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 7882 kg par mètre cube. C'est plus dense que l'eau. L'eau, c'est à 1000. Et donc, un morceau de fer, quand vous le mettez dans l'eau, ça coule. Voilà. Donc, c'est logique. C'est une valeur plus élevée. Donc, dans la deuxième partie, on va faire pareil, mais pour la structure du fer gamma, qui est à une température et une pression différentes. Donc, on vous donnait ce petit schéma où on voyait les différentes structures du fer. Le fer alpha, c'est celui que vous avez à température et pression constante. Et si vous augmentez la température, comme lors d'un incendie par exemple, vous avez le fer qui va se transformer en fer gamma. Et pour avoir le fer epsilon, en plus d'une élévation de température, il faudrait vraiment élever la pression. Comme si on amenait le fer au centre de la Terre, là où la pression est très très importante. Donc celui-là, on ne l'atteint quasiment jamais. Donc vous, on vous demandait juste de comparer le fer alpha et gamma. Donc le principe, c'est exactement le même. Donc la maille cubique, cette fois, on dit qu'elle est à face centrée, c'est-à-dire que vous avez des atomes forcément sur les sommets, ça c'est obligatoire, et vous en avez au centre des faces. Par contre, regardez, là où je mets mon curseur, c'est au centre du cube, il n'y a pas d'atomes. Donc on verra la semaine prochaine que sur une structure cubique à face centrée, la position au centre du cube, il peut y avoir un atome différent qui peut s'y insérer, et du coup, ça va donner des structures avec un atome étranger. C'est ce qu'on avait vu pour les pierres précieuses. Vous pouvez avoir un atome de chrome en plein milieu d'une structure différente, et du coup, ça peut faire une pierre précieuse. Alors, les valeurs du paramètre de maille, cette fois, pour les distances, c'est différent. Par contre, les angles, c'est les mêmes puisque c'est toujours un cube. Donc, la maille du fer gamma, elle est à 3,59 angstrom. On voit que c'est plus élevé que l'autre. Mais les atomes sont placés différemment. Donc, on ne peut pas comparer en direct. La population, c'est le nombre d'atomes dans la maille. Alors, on commence par les sommets. Les sommets, il y en a toujours 8, quel que soit le type de maille qui est dessiné. Donc 8 sommets, et chaque sommet il est coupé en 8, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le premier terme, ça va être 8 fois 1 huitième. Ça correspond aux 8 sommets partagés en 8 mailles. Donc nous, on s'intéresse uniquement à ce qui est à l'intérieur de cette maille-là. Et ensuite, vous avez un certain nombre de faces, les faces du cube. Et si vous avez un atome ici au centre d'une face, il est à moitié dans la maille qu'on considère et à moitié à l'extérieur, c'est-à-dire dans la maille d'à côté. Donc combien y a-t-il de faces sur un cube? Si vous jouez au jeu de société avec un dé, vous savez que ça va de 1 à 6. Donc il y a 6 faces du cube et partagées en 2. Donc les sommets, c'est comme si on avait un atome reconstitué. Et sur les faces du cube, en tout, c'est comme si on avait 3 atomes reconstitués. Donc en tout dans la maille,
il va y en avoir 4. 4 atomes par rapport à tout à l'heure. Alors, pour le plan de contact, c'est plus simple. Il suffit de prendre la face du cube. Donc, le plan de contact, c'est une face. Vous prenez celle que vous préférez, la face avant, par exemple, ou la face du dessus. Donc, les atomes, ils sont en contact les uns avec les autres. Donc, vous voyez que cette fois, le contact, il se fait sur la diagonale d'une face, ici, avec l'atome au centre, alors que tout à l'heure, sur une face du cube, il n'y avait pas d'atome au centre de la face. L'atome, il était dans le cube au milieu. Donc, vous allez avoir des valeurs différentes. Et si on veut dessiner le plan de contact, on fait uniquement l'intérieur. On ne va pas s'intéresser à l'extérieur. Donc là, pour symboliser le cube, le plan de contact, en fait, ça va être ici la face avant, la face avant, ici, ça va être le plan de contact qui est représenté. Hop, j'y suis presque. Voilà. Donc ici, ce carré-là, la face avant, avec cet atome qui est au centre de la face, qui se retrouve ici à l'intérieur. Donc cette fois, on dessine un carré et pas un rectangle comme tout à l'heure. Et on va avoir contact suivant la diagonale d'une face, alors que tout à l'heure, on avait le contact suivant la grande diagonale du cube. Donc là, vous avez uniquement A racine de 2 et plus A racine de 3. Donc sur la diagonale du plan de contact, on voit que c'est similaire à tout à l'heure, même si c'est placé un peu différemment. On a toujours 4 atomes, enfin 4 rayons ici sur la diagonale, égal à A racine de 2. Donc ce qui change, tout à l'heure c'était racine de 3, maintenant c'est racine de 2. Donc pour avoir le rayon, eh bien, on divise par 4. Et comme la valeur de A elle est différente de tout à l'heure, vous allez obtenir un rayon différent. Donc c'est ce qu'on appelle le rayon métallique. Et le rayon métallique, retenez que en fait, il a quasiment la même valeur, mais il peut légèrement changer d'une structure à une autre. Ça, c'est tout simplement du fait que le rayon d'un atome, ce n'est pas une valeur finie. Ce n'est pas comme si c'était un ballon de foot. Un atome, je vous avais expliqué que c'est comme une couche de nuages ou l'atmosphère qu'on aurait autour de la planète Terre. On ne peut pas dire à un moment donné, on atteint l'extrémité, il n'y en a plus. L'atmosphère de la planète Terre, elle va se raréfier au fur et à mesure qu'on va dans l'espace. Et si on est suffisamment loin de la Terre, après, il n'y a plus de molécules d'air. Mais on n'a pas une valeur imposée du style 20 km d'atmosphère. Donc, c'est pour ça que dans les structures cristallines, le rayon métallique, il va être défini en fonction du paramètre petit a, et ça peut changer d'une valeur à l'autre. Bon, c'est toujours à peu près la même valeur, hein. Mettons à peu près un 25. On ne pourrait pas trouver du simple au double. Donc, quand on va calculer les 3 critères coordinance, compacité et masse volumique, cette fois, on va se baser sur ces valeurs de A et R qui sont différentes des valeurs de tout à l'heure. On aura des formules qui vont se ressembler, mais attention aux applications numériques, il ne faut pas se tromper puisqu'on doit prendre le rayon qui marche avec le paramètre du côté. Alors cette fois, pour trouver la coordinance, le nombre d'atomes en contact, eh bien, on peut se placer sur le centre d'une face, ici, l'atome ici. On voit que dans ce plan vertical, l'atome au centre d'une face, il est en contact avec 4 atomes. Mais il faut se rappeler que des plans de contact, il va y en avoir un certain nombre. Donc ça, je l'avais expliqué la dernière fois dans le cours, en vous montrant les différents cubes qu'on pouvait avoir. Donc, si vous considérez cet atome-là dans le plan vertical perpendiculaire au dessin, il a 4 atomes en contact. Si vous considérez ensuite le plan horizontal qui serait parallèle à celui-là, mais qui passe par cet atome,
on voit qu'il y a 2 atomes en contact ici. Et puis, il va y avoir 2 atomes aussi à l'extérieur du cube, ici, puisqu'à côté, on aura un cube équivalent. Et puis, les derniers atomes en contact, c'est le plan vertical qui est parallèle à la face ici qu'on a étudié. On voit que dans ce plan, il y a 7 atomes et celui-là qui sont voisins. Et dans la maille d'à côté aussi, il va y en avoir 2. Donc, il y a 3 plans dans lesquels on peut composer cet atome-là. Et à chaque fois, dans chaque plan, il y a 4 atomes en contact. Donc là, on considère un atome situé, alors oui, sommet ou au milieu d'une face, c'est pareil. Il est en contact avec, en tout, 4 atomes. Donc là, j'avais, dans la correction, j'ai fait à partir d'un sommet du cube. Mais c'est équivalent. Je vous remontre avec un sommet. Donc si je prends cet atome ici, il est en contact dans le plan horizontal, ici, avec cet atome qui est dans sa maille, mais il y a aussi les 3 cubes autour qui sont dans le même plan horizontal. Ensuite, il est en contact dans le plan vertical avec cet atome-là, mais il y a aussi les 3 autres atomes des cubes qui sont en contact. Et le dernier plan, c'est l'autre plan vertical, mais qui passe cette fois par là. Il est en contact avec celui-là, mais aussi avec les 3 autres cubes qui sont autour. Donc, quel que soit l'atome qu'on considère, on doit trouver pareil. À chaque fois, il va y avoir 4 atomes dans un plan donné. Et comme il y a 3 plans, en tout, ça va faire 12 atomes en contact. 12 atomes, c'est la valeur maximum. On ne peut pas avoir une valeur plus grande de coordination. Donc, vous voyez que le nombre d'atomes en contact, c'est différent. Là, il y en a 8, alors que là, il y en a 12. Donc, ça dépend complètement de la structure cubique centrée ou bien cubique à face centrée. Alors, le reste des questions, ben, ça va être vite, puisque c'est les mêmes formules, c'est équivalent. Donc là, attention, il n'y avait que 2 atomes dans la maille, alors que cette fois, il y en a 4. Donc, on n'aura pas les mêmes paramètres petit a et petit r, et on n'a pas non plus le même nombre d'atomes dans la maille, puisque la population, on a vu que c'était 4, alors que tout à l'heure, c'était seulement 2. Donc, c'est le même type de formule, mais là, c'est 2 fois plus grand. Donc, quand vous remplacez, ça fait 4 fois un atome 4/3 de pierre cube, avec, comme j'ai dit, les valeurs ici. Et donc, quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 0,74, c'est-à-dire 74%. Là aussi, c'est la valeur maximum. On ne peut pas dépasser ça. Ça veut dire que dans cette maille cubique à face centrée, il y a 74% d'espace qui est réellement occupé par les atomes de fer. Et il va y avoir 26% de vide ici entre les atomes. Et c'est là qu'on pourra mettre des atomes différents, plus petits. On voit que c'est des atomes plus petits. On ne peut pas mettre des atomes plus grands. Et pour finir, la masse volumique. Donc, c'est le même principe. Nombre d'atomes fois la masse divisé par le volume. Donc là aussi, pensez à multiplier par 4 et à prendre la bonne valeur du paramètre petit a. Donc, quand on fait l'application numérique, on trouve une masse volumique différente qui est plus élevée. Donc, ça veut dire qu'à haute température, le fer gamma, il a une masse volumique supérieure à celle à température ambiante. Donc, des propriétés différentes. Une structure différente, un nombre de voisins différents, une masse volumique différente, donc des propriétés différentes. Alors, la question 2, c'était plus une réflexion sur un document qui était écrit par ça y est, j'ai un trou, qui était écrit par un journaliste scientifique. Donc, on vous demandait d'analyser l'effondrement des tours de New York, l'attentat du World Trade Center, sous l'aspect cristallin. Donc, le World Trade Center, vous en avez forcément entendu parler. C'était à peu près vers l'année de votre naissance, le 11 septembre 2001. Donc,
dans ce texte, on vous disait pas mal de choses. Et là, j'ai récupéré uniquement les lignes qui étaient les plus importantes. Donc, la structure des tours, elles étaient en acier. Et il y a énormément de structures d'acier. Et ils faisaient des planchers autour en béton. Du béton coulé sur des bacs avec des poutres d'acier. Donc, l'essentiel de la structure du bâtiment, c'était de l'acier. De l'acier à température ambiante, c'est-à-dire le fer alpha cubique centré. Donc, la composition à température ambiante, c'est de l'acier. Et l'acier, c'est une base de fer, c'est un alliage, à 98% environ. Et il va y avoir 2% de carbone, c'est-à-dire des atomes de carbone qui vont être disséminés par-ci, par-là, dans la maille cubique de fer alpha. Peut-être tous les 15 à 20 mailles, il va y avoir un atome de carbone. Et c'est ça qui fait l'acier. L'acier, c'est plus solide que le fer seul, parce que les atomes de carbone, ils vont modifier la structure, ça va la rendre un peu plus solide. Ça va résister à la déformation. Donc là, on peut dire qu'à température ambiante, s'il n'y a que 2% d'atomes de carbone, globalement, c'est comme si on avait le fer alpha cubique centré. Alors, que s'est-il passé? Les avions se sont encastrés dans la tour. Du coup, le kérosène s'est enflammé, ça fait une boule de feu. Et ça a énormément fait monter la température dans les structures métalliques ici en acier. La température, elle a pu atteindre de 400 à 700, voire même jusqu'à 1000. Donc, si vous regardez la structure ici du fer gamma, si on atteint une température de 800 à 1000 degrés, on voit qu'on est forcément passé du côté de la structure fer gamma. Donc, le fer qui était initialement alpha à température ambiante, c'est à peu près 300 Kelvin, ouais, ben, là 100 degrés Celsius, donc on est à peu près ici. Donc, on voit que forcément, on est passé dans la structure fer gamma. Et en plus, l'acier perd sa résistance si la température augmente. Ça, c'est parce qu'il va y avoir un changement de structure et donc ça le fragilise au moment où il est en train de changer. Donc, pourquoi les tours se sont effondrées? Il y a eu une forte élévation de température et le fer, il a changé de structure cristalline. Il était initialement en fer alpha cubique centré, donc avec un atome au centre, et il s'est transformé en fer gamma cubique à face centrée et pas d'atome au centre. Et les atomes de carbone, là, les 2% de carbone, là, ils se sont placés où ils ont pu. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on a des modifications de propriétés, en particulier la masse volumique. La masse volumique, elle est différente, elle augmente. Alors, ce n'est pas le fait qu'elle augmente, c'est surtout le fait qu'elle soit différente. Et donc, la température, elle n'est pas passée partout à la même valeur. Ça a été progressif. Il y avait des endroits où c'était encore à température inférieure et des endroits plus chauds. Donc, ça veut dire que la structure du fer, elle a changé, elle a commencé à changer, mais pas de façon homogène. C'était de façon hétérogène. Donc, ça a fragilisé la structure, ça a modifié la résistance de l'acier, et donc tout le poids qu'il y avait au-dessus par les étages supérieurs, il y avait peut-être encore une trentaine d'étages au-dessus, tout le poids qu'il y avait, ça a fait que l'acier ici, il s'est affaissé, et toutes les plateformes se sont écrasées comme un millefeuille. En fait, ça s'est compacté et les tours, elles sont tombées droites. Et donc, ça a mené à l'effondrement des tours. Donc, les points essentiels qu'il fallait trouver ici, sous l'aspect cristallin, il fallait dire que la structure de la tour, elle était à température ambiante en fer alpha et à haute température fer gamma, que le changement de structure au moment de l'incendie, ça a modifié les propriétés
notamment la masse volumique. Et donc, la fragilisation avec beaucoup de poids au-dessus a fait que ça s'est effondré. Voilà. Donc ça, c'est ce qui aurait dû être fait en TP, normalement.